Tu gères la porte, Christian? Puis tu gueules sur ça. Malotru, les malotru qui savent pas fermer les portes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le micro est indispensable? Peut-être c'est pour le film que le micro est indispensable. Ok, donc on va garder les micros. Merci à vous de venir participer à cette conférence débat sur les sciences sociales, sciences insoumises, point d'interrogation. Une conférence débat qu'on va tenir à 3 avec Sabine Rubin, députée de la France Insoumise, avec Christophe Pébart, qui est maître de conférence habilité en histoire, et puis avec moi, je suis Marie Duré-Pujol, je suis maîtresse de conférence en études théâtrales. Cette conférence débat, elle fait suite au contre-sommet qu'on avait organisé il y a quelques semaines maintenant, au mois de mai, donc organisé par Sabine Rubin, par ses collaborateurs et par une partie de l'équipe du livret d'enseignement supérieur et de la recherche. On était à l'Assemblée nationale pour parler des universités, du monde de la recherche. Et lors de cette grande journée de réflexion avait été abordée l'idée de constituer des universités insoumises. Alors, les besoins matériels et humains dans les universités, ils sont repérés depuis bien longtemps. On les a abordés lors de cette journée au mois de mai. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur le site du groupe PHI Assemblée nationale. On les avait également abordés lors de deux journées d'études, organisées par le livret d'enseignement supérieur et de la recherche l'an dernier, ainsi que lors d'un atelier des amphis l'année dernière. Tout ça pour vous dire qu'au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tout cas, il y a une grande place qui est réservée par la France Insoumise. Et ça, nous, on en est ravis. Lors de ces différentes manifestations, on avait abordé les besoins matériels et humains, donc tout ce qui est question des financements, conflits d'intérêts, questions liées à l'autonomie des universités. Sabine en dira un mot, mais ça ne constituera pas le plus gros morceau de nos propos. Dans le cadre de cette conférence débat, nous avons choisi de nous focaliser sur la question des savoirs. Notre questionnement, c'est plutôt, est-ce qu'il est possible de mettre en place des universités insoumises qui défendent, qui tiennent des savoirs insoumis sur une science insoumise? Donc, pour réaliser ce projet de science insoumise, il faut une volonté politique forte et donc un projet politique qui se donne pour objectif d'inciter à l'insoumission. Alors, dans ce tableau un petit peu général, les sciences sociales doivent jouer un rôle tout particulier puisque les sciences sociales produisent des savoirs scientifiques sur les sociétés et donc elles sont potentiellement à même d'amener les citoyens et les citoyennes à mieux comprendre et réfléchir leur propre société. En plus de ça, la suite, c'est qu'elle donne des outils à la délibération politique. Alors, ce n'est pas un hasard si les sciences sociales font partie des disciplines les plus attaquées ces dernières années, puisque si l'objectif d'un projet de société est l'émancipation des citoyennes et des citoyens, ce à quoi les sciences sociales peuvent contribuer, de nombreux groupes ont tout intérêt à ce que cet objectif ne se réalise pas. Il y a plusieurs exemples de cas où le MEDEF se met vent debout contre les sciences sociales. En plus de ces différents éléments, en France, la constitution des sciences sociales en tant que discipline, elle est liée au socialisme républicain, ce qui la lie directement aux questions politiques. Donc notre questionnement va être de savoir quelle place est-ce qu'on peut accorder aux sciences sociales dans le projet politique de la France insoumise, et puis est-ce qu'il est possible de les intégrer tout en conservant leur nature critique. Donc par suite, que faire des sciences sociales si celles-ci doivent demeurer des sciences insoumises? Donc on va essayer de discuter de tout ceci aujourd'hui à trois voix. Alors dans un premier temps, Christophe va revenir sur l'histoire des sciences sociales et sur le lien avec le socialisme, c'est-à-dire avec l'insoumission et à l'encontre de l'ordre établi. Et puis donc Sabine interviendra sur les questions qui pèsent sur le monde de la recherche, en abordant aussi les relations avec le monde politique. Tu nous parleras également de ce qui se passe en sciences économiques dernièrement. Et puis, pour ma part, je parlerai des sciences sociales et de leur rapport à l'enseignement dans les universités qui proposent des filières d'art. Je te laisse la parole. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. On pourrait commencer peut-être par
un étonnement qui devrait être en tout cas un étonnement partagé, qui est l'absence, pour l'essentiel, des sciences sociales, c'est-à-dire des sciences, comme Marie vient de le dire, qui prétendent comprendre scientifiquement les sociétés, donc à minima la nôtre, des cursus d'enseignement. Lorsqu'on entend la litanie des enseignements qu'il serait nécessaire de diffuser, de dispenser aux collégiens et collégiennes, aux lycéens et aux lycéennes, il y a comme ça comme une forme de trou noir au sujet des sciences sociales. On est capable d'avoir des prétentions extrêmement élevées si on pense à la biologie, à l'évolution, etc. Mais lorsqu'il s'agit des sciences sociales, on a l'impression que, au fond, elles nous seraient tellement naturelles qu'il n'est pas nécessaire de les enseigner, ou plus exactement que la compréhension du monde social qui est le nôtre ne mérite pas ou ne mériterait pas une science. Et que donc, comme la connaissance du monde social serait une forme partagée par principe entre tous les individus qui, étant acteurs et actrices du monde social, n'auraient pas besoin de connaissances scientifiques pour comprendre ce qu'ils et elles font. Mais en tout cas, je voudrais commencer par là, par cette absence assez curieuse, en réalité, quand on parle de former les citoyens et les citoyennes, bien entendu. S'il s'agit d'autre chose, on peut en discuter. Mais s'il s'agit de former les citoyens et les citoyennes, alors à minima, il faudrait faire une petite place ou une grande place aux sciences qui nous aident à comprendre les sociétés et en particulier la nôtre. Alors, vous voyez que de cela, il est très rarement question et il est au fond rare que, y compris des sociologues, s'engagent, tellement il et elle n'y croient pas, dans une campagne qui demanderait un enseignement généralisé des sciences sociales. C'est le cas de Bernard Lahire dans son ouvrage de 2015, mais c'est relativement rare. Vous noterez au passage qu'on pourrait faire la comparaison avec l'histoire de l'art. Les historiens de l'art et les historiennes de l'art ne se dérangent pas pour demander un enseignement d'histoire de l'art qui serait très étendu parce que l'art c'est important, c'est la culture, ça permet de se situer, etc. Donc vous voyez que c'est une situation relativement paradoxale. Donc on va partir de cet étonnement et essayer de comprendre pourquoi au fond, nous pouvons être étonnés de cette absence de revendication et pourquoi peut-être, en tout cas ça va être ce que je vais essayer de vous démontrer, pourquoi nous devons, en tant qu'insoumis et insoumises, demander un enseignement généralisé des sciences sociales. Voilà, qui devrait être l'une des conditions de la transformation sociale et de la révolution citoyenne que nous appelons de nos voeux. Alors, après ce premier étonnement, je voudrais juste une citation qu'on va essayer de garder à l'esprit. Et c'est un peu malicieux, parce que pour ceux qui ont lu le livre de Jean-Luc Mélenchon, de la vertu, ils comprendront ce que je veux faire. Mais je vais commencer par une citation de Pierre Bourdieu, parce que je pense qu'elle est très importante pour comprendre ce que nous avons à faire. C'est un extrait d'un cours au Collège de France de 88-89, un cours sur l'État. Et voilà ce que dit Pierre Bourdieu. À la question de savoir si la vertu est possible, on peut substituer la question de savoir si l'on peut créer des univers dans lesquels les gens ont intérêt à l'universel. On va partir de ça, c'est une manière d'interroger la tension entre une dimension individuelle, appeler chacun et chacune à la vertu, à la morale républicaine, ou s'interroger sur les conditions sociales qui rendent possible, voire souhaitable, voire même désirable, la moralité républicaine, ce qui est différent. Mais on va y venir. Alors, d'abord, au préalable, on va se demander qu'est-ce que ça peut signifier que des sciences sociales insoumises? Alors, il y a deux sens possibles que l'on peut proposer. Le premier, c'est l'un des sens assez ordinaires, c'est d'envisager une insoumission des sciences sociales par rapport aux idéologies. Donc les sciences sociales, parce qu'elles seraient des sciences, seraient insoumises aux idéologies et elles se distingueraient donc de la politique. Alors tous ceux et celles qui choisissent cette option, en général, tout de suite, ils vous sortent, s'ils ont un peu de culture, mais il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, ils vous sortent neutralité axiologique Max Weber, c'est-à-dire le savant doit être neutre, et donc voilà. Et avec ça, vous disqualifiez toute une série de sociologues que l'on accuse d'être des militants, etc. Le cas emblématique, paradigmatique, c'est bien entendu Pierre Bourdieu. Bon, donc neutralité axiologique, j'y reviens pas, c'est une invention de Raymond Aron et de Julien Freund dans les années 60, c'est une machine de guerre contre le marxisme à l'université, alors que lorsque Max Weber, en novembre 1917, parle de, enfin, peu importe le mot en allemand, mais disons de neutralité axiologique, lui il en parle contre l'extrême droite qui règne à l'université. Mais passons, et Raymond Aron et Julien Freund le savent parfaitement, pas l'extrême droite, mais savent parfaitement qu'ils tordent le sens du concept, et donc ils inventent une neutralité, mais vous voyez d'où elle vient la neutralité. La neutralité, elle vient d'un combat idéologique
contre la gauche universitaire et en particulier le marxisme universitaire. Elle n'est pas la proclamation de la neutralité de la science. Elle est depuis quelque part. Je pense que c'est important. C'est-à-dire, au fond, si on veut bien y réfléchir, c'est forcément un regard depuis la droite qu'on dit, attention, vous êtes trop à gauche, au fond, hein, vous êtes trop engagé, donc ça ne va pas. Donc ça, c'est le premier sens. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a la conséquence de renvoyer toutes les idéologies du côté de la croyance, et donc du mensonge. Puisque si les scientifiques sont neutres et sont du côté de la vérité, alors les hommes et les femmes politiques sont nécessairement du côté de la croyance, de l'idéologie. Ça, c'est la situation favorable. Parce que la situation défavorable, c'est le cynisme, le mensonge. Je ne peux pas leur dire la vérité parce qu'ils ne comprendraient pas. Donc je mens pendant la campagne électorale et ensuite j'applique le vrai programme qu'ils n'auraient pas compris si je leur avais expliqué. Donc vous voyez comment cette conception est extrêmement importante dans notre système à nous, puisque ça valide au fond, j'insiste bien, ça valide le mensonge en politique. Je vous renvoie à un article d'Hannah Arendt là-dessus, qui dit que la politique, c'est le mensonge. Ce qui est une curieuse définition de la politique. Donc vous voyez que finalement, ça prépare idéologiquement au gouvernement des experts. Puisque pour s'en sortir, il suffit de confier le pouvoir au neutre. C'est-à-dire que la figure du savant neutre en sciences sociales, c'est la préparation philosophique, théorique, à la technocratie. Deuxième sens possible, c'est un sens, cette fois-ci, d'insoumission. Nous, est-ce qu'il y a des sciences sociales dont on pourrait se prévaloir et qui permettrait de valider notre discours programmatique et qui serait donc l'ébauche future de notre programme, c'est-à-dire notre compréhension scientifique du monde à partir de laquelle nous fabriquons un programme et qui serait donc des sciences sociales insoumises au sens du mouvement auquel un certain nombre d'entre vous, et sans doute presque tous et toutes, appartenaient. Bien. Alors là, vous voyez le problème. Le problème, il n'est pas au début, mais il est après. C'est que le statut de ces sciences sociales devient un statut de contre-propagande. Face à la propagande du pouvoir, nous avons, nous, notre contre-propagande, qui est la vérité de demain, puisqu'une fois qu'on aura le pouvoir, hop, on basculera de la contre-propagande à la propagande, puisque finalement, nos adversaires nous concèdent le contre, mais nous font avaler propagande. C'est-à-dire, ils disent, ok, d'accord, c'est vrai, vous avez votre discours, nous avons le nôtre. Ok, mais donc tout est discours, donc vous aussi, vous êtes dans l'idéologie, dans la propagande, etc. Donc, ils vous retirent le statut scientifique de vos propos. Mais vous voyez que là encore, ce qui se passe, c'est le problème lié à la vérité. C'est que, au fond, à chaque fois, le caractère, disons, véridique de la science disparaît sous l'idéologie, que ce soit au départ ou parce qu'on s'afficherait un savoir insoumis. Alors, évidemment, vous voyez le problème ici pour nous, c'est qu'en cas d'accession au pouvoir, le risque, c'est de prendre notre savoir, entre guillemets, ou peu importe, on verra, scientifique, et d'en faire le nouveau dogme au pouvoir. Et on sait que, historiquement, ce type de mouvement, de passage de la critique au dogme, il est relativement bien documenté. Donc c'est une question importante pour nous. Et c'est donc la problématique du maintien de l'insoumission, c'est-à-dire d'envisager les conditions d'une insoumission permanente, y compris lorsque nous serons au pouvoir. C'est ça l'enjeu donc de notre réflexion. Alors, pour comprendre cela, il faut bien revenir assez rapidement sur les liens organiques qui existent entre l'insoumission politique et la sociologie. Alors, dans mon propos, sociologie et sciences sociales sont synonymes. Je le dis, donc comme ça évite les propos, mais bon, on pourra en discuter si vous voulez, mais c'est un problème plus de découpage disciplinaire et ça ne change pas grand-chose sur le plan du problème. Alors, comment rendre compte de ce lien? Alors, ce lien, il est d'abord lié à une découverte, je dis bien découverte, pas invention, découverte du social. Et de ce point de vue, la date majeure, c'est 1789, la Révolution française, qui va faire c'est-à-dire les êtres humains, en particulier en France, découvrent deux choses extraordinairement importantes. Ils découvrent l'historicité, c'est-à-dire que les individus ne sont pas là pour refaire ce que leurs prédécesseurs ont fait, mais ils sont là pour faire du neuf. Donc ça change, ça fait apparaître l'histoire. C'est-à-dire les êtres humains sont pris dans l'historicité. Donc s'ils peuvent s'intéresser au passé, c'est en tant que passé et non pas en tant que préfiguration de ce qu'il y aurait à faire. Donc ça, c'est la première découverte avec Mirabeau et l'Ancien Régime. Très vite, 1791, on dit, avant, c'est l'Ancien Régime, c'est fini. Donc il n'y a pas de retour possible. Donc on bascule dans un mouvement et dans un futur à construire qui ne peut pas se prévaloir uniquement du passé pour trouver un modèle.
Et ça va être renforcé, bien sûr, par les questions de la terreur et par l'idée que la terreur est la production, justement, de ce geste qui consisterait à remettre le passé au goût du jour. Je vous renvoie à Chateaubriand, essai sur les révolutions, par exemple, dans lequel, en particulier dans la deuxième préface, donc dans les années 1820, il explique très clairement que le problème, c'est qu'on n'a pas assumé que c'était nouveau et qu'il fallait faire du neuf, et que c'est en voulant réinstaurer l'Antiquité qu'on a refait la terreur, puisque le passé n'est pas à même de nous donner les éléments de compréhension pour le présent. Ça ne suffit pas. Le présent suppose une réflexion à part entière. Donc c'est la première découverte. Bien sûr, la deuxième découverte, elle est sociale et politique, c'est la découverte du social. Voilà qu'a surgi en quelques heures ou quelques jours un acteur nouveau de l'histoire qui ne sont plus les grands hommes, les rois, etc., mais le peuple. Le peuple à qui il a fallu donner un nom, nation, peuple, etc. Donc la France, bon, ça c'est très connu, a d'abord défini le social comme étant politique. C'est-à-dire que le social advient quand la masse s'organise et l'organisation est politique. C'est-à-dire qu'elle est liée à une volonté collective et au fond à une décision et une action dans l'histoire. Donc ça c'est extrêmement important parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer à se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce social? Pourquoi on ne l'avait pas vu avant? Et où on peut se poser des questions et donc prétendre faire science de cela. Et vous allez avoir toute une forme de... Alors, pardon, juste d'un mot, cette réflexion sur le social et l'historicité, vous la trouvez, c'est le signe que la révolution est authentiquement une révolution, vous la trouvez aussi bien chez les contre-révolutionnaires, Louis de Bonald par exemple, que chez les révolutionnaires. C'est-à-dire que tout le monde partage l'idée qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a vu surgir le social et l'histoire, et que donc on doit réfléchir à partir de ça. Ça n'empêche pas d'être royaliste. Louis de Bonald, il est contre-révolutionnaire, il est royaliste, mais il ne peut plus être royaliste comme on l'était jusqu'en 1789. Obligé de tenir compte du peuple pour faire vite. Voilà, ça fait partie désormais de la réflexion sur la monarchie et la royauté. Donc on ne peut plus l'évacuer. Alors pendant le premier 19e siècle, vous allez avoir une forme de réaction, bien sûr, liée à la réaction politique, qui va consister à essayer de faire disparaître ce social. Pourquoi? Parce que le social... c'est le postulat réaliste de mon point de vue, qu'il existe un tout dans lequel nous sommes toutes et tous pris, dont on ne peut s'affranchir. Or, précisément, l'aristocratie et la bourgeoisie postulent qu'il est possible de s'en affranchir. C'est le modèle du grand homme, etc., qui est en capacité d'aller au-dessus, au-delà, qui précède les autres, etc. etc. Et donc, il va y avoir un combat politique, philosophique, etc., autour de cela pour, au fond, empêcher que ce social se constitue et surtout prenne conscience de lui-même. Alors, je vous renvoie au livre de Robert Castel, qui est vraiment très important, La métamorphose de la question sociale, dans lequel vous avez énormément d'éléments qui vont là-dessus, qui citent des discours et des extraits, et on voit à quel point il y a une forme de peur. Alors, j'ouvre d'un mot une petite parenthèse, ce n'est pas un complot. Il n'y a pas des gens quelque part qui se sont dit « Merde, il ne faut pas que les pauvres s'aperçoivent qu'ils sont une catégorie et qu'ils pourraient nous emmerder. » Ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de combat politique sur le terrain philosophique, au sens large, sur l'existence du social et ce que c'est que le social. Voilà. Et en fait, va se développer au cours de cette première moitié du XIXe siècle une lecture individualiste du social. Et qui va donc, par exemple, dénier aux pauvres les droits à l'assistance et va proposer en lieu et place, comme politique, la charité généralisée, mais qui sera toujours présentée comme une charité, c'est-à-dire comme un geste que les plus riches font à l'égard des plus pauvres, mais non pas comme une forme de relation, d'interaction, de nécessité ou d'obligation. Parce que comme le dit, je ne sais plus lequel, mais il dit, si on commence à faire ça, je crois que c'est Thiers, il dit, si on commence à faire ça, eh bien, bientôt, les pauvres ils vont se considérer comme des mendiants qui nous demandent quelque chose avec un fusil. Donc, il est hors de question qu'on puisse leur reconnaître des droits. Et donc, vous avez tout cet élément. Alors, vous avez une deuxième date importante, c'est 1848. 1848, qui, là encore, va voir surgir le social, c'est-à-dire cet acteur de l'histoire qu'on a vu en 1789 qui revient et qui remet dehors le roi. Et vous avez un moment totalement incroyable, sur lequel je n'ai pas le temps de revenir, pendant 6 mois, où on voit dans la presse, il y a des journaux entiers pour se dire « Mais qu'est-ce que c'est que la République ?» Parce qu'au fond, la seule chose qu'ils ont faite, c'est foutre dehors un roi. Ils ont dit « C'est bon, on a fait la République ». Mais alors, qu'est-ce que c'est maintenant la République? Vous avez des journaux entiers, des quotidiens, où les gens font des tribunes pour dire la République, et en particulier, la question est de savoir si la République doit être sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la République a potentiellement à dire aux travailleurs et aux travailleuses? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est l'économie? Autre chose, la société civile? Ou est-ce que la République, au fond, prend en charge le social dans sa totalité, y compris les activités économiques?
cette question va être en partie résolue, ça ne va pas durer longtemps, mais par le droit au travail, hein. Donc le fameux décret qui est fait voter par Louis Blanc, donc c'est l'ébauche du socialisme, et on va arriver au socialisme à partir du moment donc, où on dit, bah non, par principe, il y a un droit au travail. Bon. Alors Marx, plus tard, fera remarquer que c'est un bon point d'entrée. D'ailleurs, Louis Blanc le fait de manière tout à fait explicite. Il sait qu'en parlant de droit au travail, il est en train d'amener une remise en cause de l'ordre social. Puisque si vous tirez le fil, il y a une citation de Marx très très claire, il dit finalement, de droit au travail, on va arriver à la remise en cause de la propriété privée, etc., etc., donc à la fin du capitalisme. Hein? Et pourquoi? Parce que précisément, on pose la question du social, c'est-à-dire on pose l'existence du social comme une réalité première. Bon, tout ça, vous savez comment ça se termine, mais ça va quand même être un des ferments du socialisme. Et donc, le socialisme commence sur cette question. C'est-à-dire, pour le résumer, c'est ce que dira Durkheim quelques années plus tard, en 1895-1896, dans sa leçon sur le socialisme. Il dit, en fait, si on réunit toutes les idéologies socialistes, elles ont tout un point commun, c'est la volonté d'insérer les faits économiques dans la société, c'est-à-dire de considérer que les faits économiques sont des faits sociaux par nature. Bien. Mais eux, vous le voyez, ils le réclament, c'est-à-dire ils disent nous devons partir du principe. Et ce que la sociologie va rajouter, celle de Durkheim en particulier, c'est que la sociologie ne le réclame pas, elle le proclame. C'est-à-dire, elle dit scientifiquement, nous ne pouvons pas étudier des phénomènes économiques, des faits économiques, autrement que comme des faits sociaux. Donc vous voyez, il y a une sorte de renversement. Vous avez le socialisme qui est le cri premier, la colère première, comme a dit Durkheim, qui va diriger les esprits vers la volonté de comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, et en particulier, pourquoi la prospérité générale ne se traduit pas par une richesse généralisée, et pourquoi on peut avoir l'impression qu'il y a plus de pauvres avec la révolution industrielle qu'avant, qui est la grande question des libéraux. Ils se posent la question parce qu'ils y croyaient, eux, que la richesse allait ruisseler, etc. Donc, que tout allait bien se passer. Et voilà qu'ils constatent que c'est de mal en pis, ou du moins c'est l'impression qu'ils ont. Donc, c'est sur cet humus-là que le socialisme va naître, et la sociologie, vous voyez, va arriver après, mais devient première, puisqu'elle dit, désormais, nous sommes la connaissance scientifique qui va vous permettre d'être authentiquement socialiste. C'est-à-dire, nous allons vous donner les connaissances sur le monde social qui vont vous permettre de délibérer votre propre programme. Mais jamais la sociologie ne dit, certainement pas Durkheim, qu'il y a quelque chose comme un socialisme scientifique. Il le dit de manière explicite, contre Marx, bien entendu. Dans sa leçon sur le socialisme, il dit qu'il ne peut pas y avoir de socialisme scientifique, ce n'est pas ça. La science, c'est la sociologie. Donc, elle informe, elle donne des connaissances, mais comme il le dit lui-même, je peux expliquer sociologiquement comment les richesses sont produites, mais sociologiquement, je n'ai rien à dire sur la distribution des richesses. Est-ce que tout le monde doit avoir le même revenu? Est-ce qu'il doit y avoir des différences? Là-dessus, le sociologue ne peut pas se prévaloir de la sociologie pour le dire. Donc vous voyez que, si je résume, donc, historiquement, la sociologie, vous voyez, elle a un lien organique avec le socialisme républicain, celui de Jaurès, pas le socialisme l'ersatz du Parti socialiste d'aujourd'hui, le socialisme qui justement dit que les faits économiques sont des faits sociaux. Vous voyez pourquoi ça n'a strictement rien à voir. Donc il y a un compagnonnage, et vous voyez qu'il y a une forme d'insoumission, puisqu'il y a une insoumission par rapport à l'idée des libéraux, qui est leur idée, leur croyance. Ce n'est pas du tout un complot, etc. C'est ce qu'ils pensent authentiquement. Pour eux, les faits économiques doivent être séparés, distincts, et c'est porté par le concept de société civile. Donc, vous voyez, au XIXe siècle, il y a une tension entre la société civile, qui est l'idée d'un espace auto-organisé sur lequel le pouvoir ne doit pas beaucoup agir. Il faut le gouverner le moins possible. Pour ceux que ça intéresse, là, vous avez des pages de Foucault dans l'essence de la biopolitique là-dessus. Donc ça, c'est la société civile, inventée par Adam Ferguson, qui est le maître d'Adam Smith. Tout ça est tout à fait cohérent. Donc vous voyez au passage que les libéraux, ils ont besoin d'une définition de ce que c'est que le social pour pouvoir faire leur économie libérale. Donc il n'y a pas l'économie libérale et puis le reste. Ils ont besoin, sauf que comme elle nous est présentée comme allant de soi, ils n'éprouvent pas la nécessité de la préciser pour que nous puissions éventuellement en discuter. Mais vous voyez que si on discute directement au niveau de société civile ou sociale, si on invalide société civile, vous avez toute l'économie libérale et néolibérale qui s'écroule. Puisque ces attendus premiers, qui sont sa vision du monde qui permet, qui lui autorise de mettre tout le reste en équation, disparaît, cesse d'être efficace, puisqu'il n'y a plus de pertinence. Donc il y a une insoumission première. Vous voyez, donc c'est ça qui m'intéressait. Alors maintenant, rapidement, la question est de savoir, mais
cette insoumission, donc est-ce qu'elle est première? Et puis ensuite, donc voilà, est-ce qu'on aurait la vérité scientifique à partir de laquelle nous pourrions gouverner, au fond? Et vous voyez que derrière, il y a la question de la démocratie. Je pense que c'est extrêmement important. Bon. Il faut distinguer dans nos réflexions les situations d'opposition et les situations de majorité, qui seraient éventuellement, ou qui seront plutôt éventuellement les nôtres. Donc qu'est-ce que serait une insoumission permanente? Alors, une insoumission permanente, eh ben, déjà, à minima, elle suppose de prendre l'université, avec un U majuscule, comme une institution républicaine première. Exactement comme ça a été fait en France au moment de la Troisième République. Ne vous laissez pas berner par l'histoire mondiale de la France et par l'université qui est née au Moyen-Âge, etc. L'université que nous connaissons, elle est née authentiquement au XIXe siècle, après, dans les années 1870, exactement en 1877, que du jour au lendemain, on fabrique des centaines de maîtres de conférences, parce qu'on commence à fabriquer des étudiants. Jusque-là, il n'y a pas véritablement d'étudiants. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle de cours ouverts, donc on va inventer des cours fermés pour que les étudiants inscrits, etc. Donc on va fabriquer de l'université. Donc ça naît au XIXe siècle. Pourquoi on invente l'université? On invente l'université parce que les républicains ont envie de fabriquer une élite. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Une élite, oui et non. Parce qu'ils vont reprendre la définition, en particulier des orléanistes, en disant « mais il faut compléter votre élite ». Et c'est là où il y a une grande faille extrêmement importante, puisqu'ils n'interrogent pas la question de l'élite, et donc de l'organisation sociale, mais ils disent qu'il faut compléter. C'est-à-dire il faut que nous aussi, les nôtres, les meilleurs, les enfants d'ouvriers, intègrent l'élite. Sauf que les bourgeois et les orléanistes, ils ont parfaitement compris l'intérêt de cette opération, puisque ça leur permet, du moins croit-il, d'obtenir des futurs défenseurs et défenseuses zélés du système. Ce que Pierre Bourdieu appellera plus tard les oblats miraculés. Quand vous avez tout donné au système et que le système vous a tout donné, vous devenez son meilleur défenseur. Regardez la difficulté avec laquelle les enseignants ont pour simplement émettre des critiques sur le système scolaire. Parce qu'ils en sont, au fond, une sorte de, souvent des miraculés, donc ils ont l'impression que quand même, allez, si on s'y met un peu au travail, on finira bien par l'avoir, ce diplôme, etc., etc. C'est très compliqué de dire que les deux sont vrais, qu'on a beaucoup travaillé pour être prof, mais qu'en même temps, il ne suffit pas de beaucoup travailler pour être prof. Et que ce sont ces deux réalités qu'il faut affronter. C'est douloureux, parce que quand on corrige des copies, on n'a pas envie de se dire qu'on est en train de participer à un mécanisme de sélection sociale qui n'a rien à voir avec l'évaluation des connaissances qui est à l'intérieur des copies. C'est douloureux, croyez-moi, je corrige des copies, c'est extraordinairement douloureux. Mais c'est pourtant ce que nous faisons. Donc il est plus facile de s'en remettre à l'idée, au fond, d'un individu, etc. Bon, donc c'est ce qu'ils vont, eux, fabriquer, et donc ils vont avoir beaucoup de mal, les républicains, avec la sociologie, en fait. Parce que la sociologie va mettre en cause directement le principe de l'égalité républicaine, puisque la sociologie passe son temps à faire apparaître des groupes sociaux, de la domination, etc., des mécanismes qui limitent, voire nient la réalité de la liberté et de l'égalité. Donc c'est un véritable problème. Alors ce combat, il va être renforcé spécifiquement en France par le rôle qu'on va assigner à la philosophie et que les philosophes vont assigner à la philosophie d'être une machine de guerre permanente contre les sciences sociales. Alors peut-être qu'on en reparlera, mais si vous prenez tous les sujets de dissertation de philosophie de classe terminale, c'est un défi aux sciences sociales, puisque tous ces débats sur liberté, déterminisme, etc., n'ont strictement rien à voir. Ça n'a aucun sens du point de vue des sciences sociales. Pas dire que ce soit inintéressant de réfléchir en ces termes, mais ça n'a aucun sens. Ce qui fait que moi, quand je parle de ça à mes étudiants, des fois, ils me disent « mais qu'est-ce qu'on va faire du libre arbitre, monsieur ?» C'est-à-dire qu'ils sont perdus parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a volé quelque chose qui leur a permis de grandir, de mûrir et d'être intelligents. C'est pas dire que c'est inutile. Mais sauf qu'en France, toute la philosophie sert à ça. Vous pouvez tous les prendre. Bergson, Sartre, etc. Ils se sont tous exprimés explicitement contre Durkheim et contre la sociologie. Et systématiquement contre les attendus premiers de la sociologie. En particulier, la phrase célèbre de Durkheim, il faut étudier les faits sociaux comme des choses. Puisque vous avez une phrase de Sartre qui est en 1943, donc au tout début quand même de sa carrière, où il écrit l'inverse. Les faits sociaux ne sont pas des choses. Ils ont ça en tête, et donc ils le combattent. Alors, Foucault, c'est pareil, on pourrait dire la même chose avec Deleuze, etc. Donc la philosophie, c'est... Alors, vous voyez que la place de la philosophie à l'intérieur du système d'enseignement secondaire est de ce fait problématique, puisque sans sciences sociales enseignées au même titre, vous avez à l'intérieur du système scolaire un enseignement qui contribue grandement à récuser les attendus qui permettent, non pas les sciences sociales, mais qui permettent la possibilité même des sciences sociales. Puisqu'à la fin, tous les problèmes sont reconduits à des réalités individuelles. Bon.
Donc ça donne un premier jalon. Notre premier jalon, il est celui-là, de réfléchir à une obligation d'enseigner les sciences sociales, non pas en tant que contenu, mais en tant que démarche critique qui nous permet authentiquement d'être des citoyens et des citoyennes d'une 6e République, c'est-à-dire dans lequel l'égalité des citoyens et des citoyennes n'est pas simplement un mot sur un fronton, mais qui est quelque chose qu'on prend au sérieux et on réfléchit, je reviens à ma phrase de Bourdieu, aux conditions qui permettent à l'égalité de se produire. Donc nous devons partager ce savoir. Et si nous devons partager ce savoir, ça veut dire que nous devons réfléchir aussi aux conditions de l'autonomie de celles et ceux qui produisent le dit savoir. Et en particulier, protéger, comme la chose la plus précieuse pour nous, l'autonomie du questionnement. Rien n'est plus grave que de croire que la science deviendrait démocratique parce qu'on permettrait à la société, alors on ne sait pas qui c'est, qui sont les porte-paroles, on ignore, de poser des questions auxquelles les scientifiques auraient à répondre. Et on a l'impression que là, on aurait enfin démocratisé la science. Non, il faut accepter que la science ait sa propre autonomie, y compris dans les questionnements. Pas simplement dans les résultats, mais y compris dans les questionnements. Parce que la science sociale commence toujours par une reformulation des constats, comme toute science. Comme l'a dit Bachelard, vous le savez, la science se construit contre l'observation. Donc ce que je crois comprendre du monde social, c'est une prénotion. J'ai donc toujours besoin d'une réflexivité, d'une réflexion qui va me permettre de reformuler. Et bien entendu, à partir du moment où il s'agit de vérité du monde social, cette démarche ne peut pas être simplement le privilège de quelques scientifiques. Elle doit être notre patrimoine commun. Alors bien sûr, pas au même niveau, avec la même intensité, mais la démarche, en tout cas, doit être, vous voyez, notre patrimoine commun. Parce que c'est la condition, et vous voyez bien que si on va jusqu'au bout, c'est la condition authentique d'une démocratie, puisque ça permet de maintenir les conditions d'une critique, y compris de nous-mêmes au pouvoir, y compris de nous-mêmes appliquant notre programme, etc. Et c'est ça l'enjeu, je crois, premier. Bien sûr qu'il faut prendre le pouvoir, mais l'enjeu est aussi de se préparer à un pouvoir démocratique, qui, à mon avis, suppose beaucoup encore de réflexion, parce que c'est loin d'être simple d'envisager qu'est-ce que c'est que fabriquer des citoyens critiques si on était au pouvoir. Qu'est-ce que ça peut impliquer d'avoir à fabriquer des citoyens et citoyennes qui pourraient potentiellement nous dire « je ne suis pas d'accord avec vous, etc. » parce qu'à l'école, on m'apprend autre chose. Vous voyez, dans l'autre sens, ça ne nous pose pas de problème de se dire « bon ben voilà, l'école, c'est un complot, etc. » Mais imaginez dans l'autre sens. Est-ce que la démocratie, c'est simplement un problème de dogme contre dogme, ou est-ce qu'il faut, voyez, instiller de la critique comme un mécanisme permanent, comme le garant absolu d'une démocratie qui ne sera jamais rattrapée par le dogme. Vous voyez, donc nous avons, et ce sera ma conclusion, à garantir au fond la nature scientifique des vérités produites en sociologie et en sciences sociales. C'est-à-dire, bien sûr que ces vérités doivent être vérifiables. Bien sûr que les sociologues qui parlent doivent nous montrer les statistiques, les chiffres, etc., qui leur ont permis. Mais pour que ce soit science, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit falsifiable. C'est-à-dire que nous soyons toujours en capacité, y compris au moment de l'enseignement, toujours en capacité de dire « je ne suis pas d'accord, je ne pense pas, etc. » Vous voyez, donc nous devons aussi inventer, et j'en terminerai là, parce que malheureusement, vous voyez, c'est le problème de ces paroles magistrales qui ne permettent pas de faire ça, mais je le dis quand même, parce que c'est aussi de la réflexivité des sciences sociales que d'attirer l'attention sur le dispositif ici qui lui-même est peu critique et peu démocratique, tel que je viens de l'expliquer. C'est pour éviter que vous me le disiez, comme ça c'est déjà fait, on est d'accord. Mais bon, Weber, il dit qu'il ne faut pas imposer les valeurs. C'est la non-imposition des valeurs. C'est ça, la vraie neutralité axiologique. C'est-à-dire que vous êtes disposé ici à écouter, quoi. Et moi, je suis disposé à être quelqu'un qui a une autorité sur vous. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. C'est ce que je dis aux étudiants en bout de 10 minutes. Je leur dis, mais je pourrais être un imposteur, mais vous trouvez normal que j'arrive, etc. Parce que je ressemble à un prof, puis je suis à la tribune, donc forcément, c'est que je suis le prof. Personne n'envisage. Alors là, je mets un short pour tricher, mais je n'ai pas mis de t-shirt. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est disposé. Vous êtes disposé à écouter, plutôt disposé à être d'accord avec moi. Et moi, je suis disposé à ce que vous m'admiriez, à ce que vous disiez qu'est-ce qui parle bien, qu'est-ce que c'est intéressant. Mais bien sûr. Et bien sûr que c'est vrai. Ces scènes-là sont disposées. C'est pour ça que les profs deviennent facilement des hommes et des femmes politiques, puisque c'est le même dispositif. Et c'est pour ça qu'il y a autant de domination masculine à l'université, puisque c'est le même type de dispositif, masculin-féminin. Tu es chassé, je chasse. Vous pourrez comme ça multiplier les dispositifs. Donc vous voyez qu'à minima, nous aurions à réfléchir, y compris à nos manières de prendre la parole, à nos manières d'envisager nos formations, etc. Vous voyez, ce n'est pas demain. La réflexivité, elle doit commencer aujourd'hui et elle doit nous imposer de nouvelles formes de prise de parole, de nouvelles manières interactives de débattre, c'est-à-dire non pas d'attendre que nous fabriquions les conditions d'une égalité à venir, mais bien de partir de principe que nous sommes tous à égalité. Non pas que nous savons tous et toutes la même chose, mais que nous avons tous et toutes quelque chose d'intéressant à dire sur le sujet. Voilà, merci.
Merci pour cette conclusion. Alors, je suis tout entière insoumise parce que justement, bien qu'élue, je ne sais pas bien parler. Bon, ça tombe bien, comme ça, moi, vous avez le cadre et le contexte. Ou pas aussi bien et aussi librement que... Voilà. Et puis, en plus de ça, j'ai fait presque un hors-sujet parce que moi, j'ai lu... non, pas complètement non plus. J'ai lu donc sciences sociales, sciences insoumises. En vérité, j'ai un peu gommé le social, hein. Je me suis demandé qu'est-ce qu'une science qui serait insoumise, et j'en suis arrivée parce que moi j'avais Galilée en tête, j'avais tous ces gens-là qui ont apporté une autre vision du monde. Ils n'étaient pas en sciences sociales, ou en tout cas de ce qu'on appelle maintenant des sciences sociales, et je sais qu'à cette époque ils étaient bien plus transversaux, enfin là c'était des disciplines bien plus transversales. Donc, je pense qu'y compris dans les sciences qu'on appelle dures, il y a une manière de voir les choses et de les interpréter qui peuvent être insoumises. Voilà. Donc, est-ce le privilège des sciences sociales d'être insoumises ? En tout cas, elles doivent l'être. Comme toute science, je dirais que par essence, pour moi, la science est insoumise. Mais bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas là donc pour dire des choses pas plus que ça sur ce sujet. Mais justement, plutôt témoigner depuis la fonction de député dans la commission éducation, culture, voilà, où j'ai siégé, de témoigner de ce que j'ai vu, entendu et de la manière dont se passe effectivement la recherche. Et ma première question, c'est est-ce que ce cadre-là permet l'insoumission ? Est-ce qu'on peut vraiment être insoumis dans le cadre universitaire tel qu'il est donné et tel que j'ai pu l'observer. Ensuite, je reviendrai aussi sur l'enseignement du secondaire, la constitution des programmes. Donc, c'est plutôt voir l'institution, est-ce qu'elle permet ou non l'insoumission. Donc, première chose, justement, concernant la recherche, puisque bon, il m'a semblé que c'était la recherche scientifique et les chercheurs qui devaient remettre en cause effectivement les vérités attendues. Eh bien, il faut savoir que le cadre dans lequel ils travaillent, c'est-à-dire le cadre des universités et de la recherche, est soumis à des financements qui, eux, relèvent clairement du politique, sont des choix politiques et qu'on ne cherche pas ce qu'on veut et comme on veut et de moins en moins. Donc effectivement, la recherche est très liée à un système politique et ce qu'il en est aujourd'hui, pour parler de l'idéologie invisible, mais idéologie quand même, qui prévaut, concernant ces financements. Donc j'ai découvert un foisonnement auquel les chercheurs eux-mêmes et les politiques eux-mêmes ne comprennent plus rien pour chercher pour pouvoir chercher. Il y a en effet des dotations des ministères, de plusieurs ministères, mais aussi de plus en plus d'appels à projets, mais aussi des programmes d'investissement d'avenir, mais aussi des financements européens, qui fait que les chercheurs passent la plupart de leur temps, non pas à chercher sur leur domaine, mais à chercher de l'argent. Voilà. Et par ailleurs, à devoir aussi le justifier en termes d'évaluation, puisqu'ils passent leur temps à évaluer, à chercher de l'argent et à évaluer, et que voilà, d'une part, et que d'autre part, cet argent, ça c'est des choses qu'on avait évoquées effectivement lors du colloque qu'on avait organisé. J'ai entendu donc des chercheurs qui témoignaient. Du fait de ces financements qui sont de moins en moins pérennes, mais de plus en plus tributaires d'appels à projets, dont l'attribution reste par ailleurs très opaque. Hein. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Hein. On verra ce second point. Mais donc, du fait d'appels à projets, de financement moins pérennes et soumis aux aléas des appels à projets, ils ne peuvent développer des projets critiques parce que l'esprit critique, l'insoumission, demande d'avoir du temps, de voir les choses s'élaborer dans le temps. Or, le système même de ces financements par projet et de cette incertitude concernant les financements empêche, on va dire, d'être dans cette dynamique critique. C'est vrai qu'insoumission, je mettrais avec critique du système de pensée, critique des fondements sur lesquels on prend, et même sur quoi je dois chercher. Sur quoi je dois chercher, c'est dicter.
Tout ça, c'est dicté par ce système de financement. Deuxième point, avec tous ces financements, ça revient aussi à la précarité elle-même du chercheur. Enfin, les chercheurs sont dans c'est vraiment les pauvres de ce système, quoi. Ils sont dans une précarité personnelle, individuelle. C'est tragique. Il faut vraiment vouloir être chercheur. Et comment peut-on chercher dans une telle situation de pression, de résultats, parce que bien sûr, ils cherchent avec l'idée d'un résultat, mais en même temps dans une telle situation de précarité et de court terme. Donc voilà. Tout ce mécanisme de financement renvoie à quelque chose, donc de la précarité, du court terme, du résultat, du pragmatisme, de l'immédiat et d'une recherche qui est dictée. Alors, attention, soyons clairs. Il est bien normal que la recherche soit politiquement décidée. On cherche quoi? Évidemment, voilà. Il est vrai que s'il y a des financements publics, on doit publiquement se demander on cherche quoi. Mais après, tout ça, ça revient au thème, effectivement, on en revient toujours à ce thème de base, la démocratie. Qui décide de qui cherche quoi? On cherche, enfin voilà. Qui décide de qui cherche? Qui décide de l'attribution de tel ou tel financement? Voilà. Et là, eh bien évidemment, ça échappe complètement, je dirais, non seulement aux citoyens, mais aux chercheurs eux-mêmes. Voilà. Ou enfin, aux chercheurs eux-mêmes, je pense. Hein. Parce que ceux qui lancent des recherches, ou en tout cas, si j'ai bien compris, les doctorants et les post-doctorants, mais on a des spécialistes dans la salle qui pourront bien sûr corriger sur toute cette architecture de la recherche, mais ne cherchent pas ce qu'ils veulent, mais cherchent à l'intérieur de programmes de recherche qui ont été décidés par les professeurs, lesquels, on le verra dans un second temps, et j'y arrive bientôt, sont eux-mêmes recrutés selon leur orthodoxie ou non à l'ambiance générale du monde. Voilà pour cette organisation. Donc je suis rentrée par la filière financement, parce qu'en vérité c'est un peu le nerf de la guerre qui fait exister ou non la recherche et la possibilité d'une recherche innovante. Maintenant, je reprends le fil de mon... voilà. Donc de ma pensée. Ah oui, c'était plutôt sur... malgré tout, du coup, puisque j'en étais venue à ces professeurs de recherche, la censure qui s'exerce aussi chez les chercheurs, et notamment, comme tu l'avais évoqué, et notamment en sciences sociales et économiques. Alors, on connaît tous le cas de Lordon, ou peut-être pas tous, vous avez entendu parler, ou Friot. Enfin, bon, bref, ça illustre, hein, je ne suis pas une savante dans le domaine, mais c'est quand même, ça illustre profondément les choses. Alors, ce sont des informations que je tire d'ailleurs d'un hors-série du Monde diplomatique sur la critique de l'économie. Donc, il y a un article qui, justement, précise les manœuvres qui sont faites pour qu'une seule pensée économique soit à l'œuvre. Donc, la pensée orthodoxe, et puis il y a les hétérodoxes. Alors, comment peut-on empêcher de penser autrement le monde économique? Justement, je rebondis sur ce que tu as dit parce que je ne le savais pas, mais l'économie est un objet en soi, devient un objet d'étude en soi, avec des lois naturelles, comme la Terre tourne autour du Soleil, ça n'est absolument pas remis en cause. C'est une nouvelle vérité absolue, avec des lois presque naturelles, qui ne sont pas débattues, qui ne sont pas critiquées. Et à l'intérieur de ce cadre de pensée, l'économie ne consiste plus qu'à comprendre ces règles, les gérer, les calculer, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que fait-on de ceux qui sont dans une pensée hétérodoxe? Eh bien, par le mécanisme des recrutements des universités, à la tête desquels on ne met pas des hétérodoxes, mais à lesquels on met les amis du pouvoir. Donc, on est vraiment dans un système où l'oligarchie s'entretient. Eh bien, on ne recrute pas ces gens, finalement. Hein. On les empêche de processer dans leur carrière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont maîtres de conférences. Mais pour devenir professeur, il y a deux voies. Il y a la voie de l'agrégation et il y a la voie... si je dis des bêtises, est-ce que vous connaissez mieux le dispositif? Pas pour tous. L'habilitation, oui. Mais... Oui, mais il y a aussi une agrégation, il y a aussi un concours agrégation, et il y a la C, et il y a aussi laquelle. Enfin, alors après, ça, il y a peut-être des différences.
Bon, enfin bref, alors, bon. Non, mais bon, alors, bon, je ne suis pas dans les détails. Enfin, ça, sinon, je vous renvoie de toute façon à cet article du Monde diplomatique. Alors, bon, cette voie ou l'une autre, mais quoi qu'il en soit, c'est la CNU, c'est-à-dire il y a une validation in fine des dirigeants des universités pour valider ou non votre possibilité d'accéder à ces postes. Or, le poste de professeur, c'est celui qui conduit les maîtrises, les masters, ça s'appelle comme ça. C'est eux aussi qui sont directeurs de labo. C'est eux également, enfin, c'est donc eux qui vont ensuite conduire et valider les recherches des autres. Donc on peut étouffer complètement une filière complète en empêchant des maîtres de conférences hétérodoxes d'accéder à ces postes de professeurs. On peut clairement éteindre cette pensée, d'une part. Alors donc je citais Lordon qui a fait des études d'économie mais qui est en philosophie. Alors, je ne sais pas comment il se débrouille pour la contradiction. Et Friot, lui, il est en sociologie, comme quoi il a renoué le fil. Donc ça, c'est une première chose. Et oui, et d'ailleurs, donc dans ce même article, il précise que pour donner des chiffres, ça fait un peu savant, un peu chiffré, de 2000 à 2004, il y a 18% des recrutements qui ont été faits sur ces postes, de personnalités hétérodoxes qui ont été pris sur ces postes. Je parle toujours dans la section économie. Et de 2005 à 2011, seuls 5%. Donc les chiffres parlent, c'est intéressant de les avoir, ça donne un peu de science, d'objectivité à ce que l'on dit. Ce sont vraiment des gens écartés du chemin de la pensée, en tout cas, en l'occurrence, économique. Voilà. Celle-ci étant réservée à ceux qui pensent l'économie que de manière réductive, c'est-à-dire comme un système en soi à l'intérieur duquel il va falloir faire jouer les variables pour que le fameux marché tienne toujours la route, indépendamment de toute autre considération. Voilà. Je voulais aussi me faire l'écho d'une expérience que j'ai eue. En tant que député, nous avons reçu le nouveau directeur du CNRS suite à nouveau directeur du CNRS, et justement des chercheurs m'ont demandé de l'interpeller sur la manière dont il envisageait faire des recrutements suite à un fameux bug qu'il y a eu en sociologie. Les recrutements en sociologie devraient logiquement se font logiquement en 2 temps. Les recrutements des chercheurs, des postes de chercheurs, se font en 2 temps. Premier temps, c'est le collectif des pairs qui fait une liste, qui établit une liste dans leur domaine, le collectif des pairs de leur domaine, une liste des chercheurs qui seraient susceptibles et aptes à postuler à ce poste. Et ils le mettent dans l'ordre, quoi. Il faut une sélection avec un ordre. Voilà. Et dans un second temps, c'est un collectif des membres de la direction, on passe à autre chose, la direction du CNRS d'études qui valide et qui fait le choix à l'intérieur de cette proposition. Alors, le regard de la direction, habituellement, il était convenu que ce ne soit qu'un regard, on va dire, administratif ou objectif, plus autant d'hommes que de femmes, voilà, quelque chose d'objectivable. Et là, suite à cette anecdote, suite à ce qui s'est passé en 2017, l'ensemble de la liste qui a été proposée a été mis à la poubelle et le directeur a été chercher celui qu'il voulait, voilà, ou celui qui lui convenait. Voilà. Alors bien sûr, il y a des critères scientifiques, c'était forcément un chercheur, mais enfin un chercheur qui allait certainement dans cette direction, faisant fi du travail collectif de tous les autres. Donc j'ai interrogé le nouveau directeur du CNRS à ce propos pour savoir s'il pensait reproduire ce type de situation. Bon, il a eu l'avantage, c'est qu'il m'a répondu assez clairement en disant que cette instance d'admission, parce qu'avant c'était l'admissibilité, cette instance d'admission était aussi une instance politique. Voilà. Donc, pas simplement. Comme ça, moi, c'était clair et net. Voilà. Et puis, je voudrais donc, pour clore, finir de voir la difficulté de devenir insoumis. D'être un chercheur, un penseur insoumis, mais de créer des insoumis, justement. Tu as très bien évoqué la manière dont les professeurs eux-mêmes, qui avaient, dans cette école républicaine, qui avaient réussi, avaient du mal à repenser, à remettre en cause cette école.
Et c'est aussi donc tous les contenus de l'enseignement scolaire. Là, je ne suis même plus à l'université. C'est comment donne-t-on une connaissance qui permet d'une part d'avoir une connaissance effectivement du monde. Enfin, il y a une vraie sélection des choix de ce qu'on enseigne, et aussi bien en termes de discipline et de matière qu'en termes d'esprit critique. Et là, pareil, je le dis sur la base de témoignages, de ce que j'ai entendu et de ce qui se passe actuellement. Donc actuellement, vous savez, dans le cadre de la réforme du lycée que va faire M. Blanquer, le lycée des possibles, c'est-à-dire le lycée modulaire où chacun choisira en fonction de ce qu'il peut. Il y a déjà, on connaît déjà le déterminisme qui permet aux uns de choisir de façon éclairée et aux autres non. Il y a évidemment remise en cause de la fameuse science économique et sociale, tant en termes de temps de cours, qui était de 3 heures en seconde, qui passerait à 1h30, si je ne me trompe pas, qu'en termes de contenu. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que la science économique et sociale est menacée et revue dans ses contenus. On se demande à quoi ça doit servir, etc., etc. Ça a été créé donc, dans les années 67, vous me corrigez, ça je me suis renseigné récemment, avec l'idée, effectivement, au moment où d'ailleurs le lycée et collège s'ouvrent et se massifient, avec l'idée de donner une connaissance, une compréhension globale du monde contemporain, hein, c'était avec cette idée-là. Dès les années 80, les contenus se sont... Alors, il y a eu beaucoup de débats, à chaque fois, il y a eu beaucoup de débats. Entre Pierre Bourdieu a participé à ces débats, d'autres sociologues ont participé à ces débats. Que doit-on enseigner? Enfin, évidemment, quel contenu? Dans les années 80, quoi qu'il en soit, ça s'est donc restreint à de l'économie et de la sociologie. Il y avait plus de... C'était une discipline qui était en concurrence avec l'histoire géo ou avec d'autres sujets, voire peut-être la philo. Bref, qui était restreinte à l'économie, mais on parlait encore de macroéconomie. C'était de la macroéconomie et c'était de l'étude des textes, c'était de l'étude des sociologues. On étudiait Auguste Comte et tous ceux qui ont pensé à la sociologie. Donc on était dans l'étude de ces penseurs, dans l'étude des systèmes économiques, des penseurs et des théoriciens, des théories économiques, en les prenant pour tels et non pas en les analysant, mais en sachant que c'était des théories, pas en les prenant pour compte. Enfin, c'était pas, tiens, voilà le marché, voilà. Il y avait une interrogation. C'est dans les années 90, fin des années 90, que le MEDEF, en effet, les entreprises, le MEDEF, s'est préoccupé du programme scolaire, parce que souvent il a un regard sur le programme scolaire, depuis le début de l'école d'ailleurs, hein, pour savoir si on forme des ouvriers ou si on forme des citoyens, si on forme des critiques. Bon, voilà, parce que on peut être citoyen, ouvrier aussi, hein, on peut être un citoyen peu critique aussi, ce qui est le cas à l'heure actuelle d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, il s'est mêlé de ça, proposant aux professeurs d'enseignement d'économie de faire des séjours et des stages dans l'entreprise, persuadé que les enseignants étaient vraiment des gens hostiles à l'entreprise et que des stages leur permettraient d'en apprécier la dimension. Et progressivement, il a été décidé, le Conseil national des programmes, lui-même constitué d'experts, alors lesquels experts de députés déjà pour commencer, mais aussi d'experts alors, qui sont choisis en fonction des thèmes dominants. Hein. Les experts à l'heure actuelle en économie, ça peut être un chef d'entreprise précisément, voilà. Autant qu'un enseignant d'économie. Comment? Même pas un syndicaliste. Bon, enfin, tout ça, donc tout ce qui décide est très verrouillé, est très choisi, est très sélectionné. Voilà. Et donc, ils ont la proposition, c'était de véritablement orienter l'économie à la microéconomie, à la connaissance de l'entreprise, aux acteurs économiques, donc, et non pas au grand système économique, et de laisser tomber tout ce qui était politique publique en matière économique, mais de s'orienter sur la compréhension du fonctionnement des marchés. Voilà. Alors là, je voudrais quand même vous lire cette phrase, parce que ça quand même... Alors, dernièrement, le 11 avril, l'association des professeurs d'éducation, d'enseignement économique et social, bien sûr, se sont mobilisés, comme tout autant, comme à chaque fois, depuis qu'existe cette discipline, se sont mobilisés pour garder à la discipline
son intention première de comprendre le monde, de comprendre ses fonctionnements, etc. Et non pas de petit à petit être bridé par la pensée libérale et de faire de cette science, on va dire, quelque chose d'utilitaire. Et ça, je reviendrai, je finirai là-dessus. Donc, ils se sont mobilisés le 11 avril. Et encore récemment, tout le long du mois d'août, j'ai vu qu'il y avait de sérieuses discussions sur la manière dont devrait être construit ce programme. Je voudrais juste vous dire que ce programme a été pensé sur la base, c'est ce qu'on voit en tout cas dans la presse, sur la base d'un rapport qui a été pensé par une espèce d'officine bizarre du MEDEF, qui, suite à une enquête qui a été faite auprès des Français, sont aperçus que les Français avaient une méconnaissance totale des mécaniques de l'économie. Ils aimaient l'économie, mais ils ne connaissaient pas l'économie. D'accord ? Et pour faire cette affirmation, je me propose de vous lire quand même une des questions qu'ils ont posées. Alors on verra si vous êtes bon en économie ou pas. C'est une question. Alors, c'est un quiz. Ah oui. Quelle est l'influence de l'inflation sur le rendement des actifs ? Quelle est l'enquête sur laquelle ils fondent l'idée que les Français ont une méconnaissance de l'économie et des mécanismes économiques, c'est quelle est l'influence de l'inflation sur le rendement des actifs. Donc moi, j'ai fait de l'économie, je vous assure qu'un actif... Voilà. Donc voilà ce sur quoi il faut orienter maintenant la matière économique pour pouvoir répondre à ce type de questions. Voilà. Ce jour-là, le jour où j'accompagnais les enseignants dans leur contestation sur la réforme du programme, un journaliste me dit « Mais ne trouvez-vous pas bien qu'il faille apprendre aux jeunes à comment se servir d'un chéquier ou d'une carte bleue ?» Alors bien sûr, moi j'ai été surprise de l'imbécilité de la question, mais il faut quand même me la poser, quoi. C'était un journaliste, quoi. Il fallait quand même oser la poser. J'ai cru que c'était de l'humour. Peut-être que c'était de l'humour et je l'ai pris au premier degré. Hein. Mais je ne sais pas. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est vrai pour la science économique et qui se pose d'autant pour la science économique, puisqu'on a vu, et la science sociale en général, puisqu'on a vu que c'était possiblement le lieu de l'insoumission, l'espace possible de l'insoumission. Je voudrais dire que cette réduction de la pensée, en général, se voit dans l'ensemble des contenus d'enseignement. Je me souviens du témoignage d'un enseignant mathématicien lors de ce fameux colloque que nous avons organisé et qui disait « Je ne comprends pas, en mathématiques, on ne cherche plus à démontrer, on cherche tout simplement à appliquer des formules. » Voilà. Et je me souviens aussi d'un professeur d'anglais qui est actuellement député et qui un jour s'exprimait à travers le média et qui disait « On n'enseigne plus la langue anglaise, on apprend à savoir la parler pour communiquer. » Voilà. Donc j'ai l'impression que cette réduction du savoir et de la connaissance est un peu, c'est un peu le fantôme du modèle libéral et politique donc, qui inspire tout ça. Et précisément, je pense que les sciences sociales sont d'autant plus nécessaires pour permettre d'analyser ce phénomène. Voilà, je vous remercie. Je n'ai rien de plus à dire. Merci beaucoup Sabine. Donc j'interviens en troisième et je vais faire assez vite pour qu'on ait quand même le temps de discuter. Sabine, tu posais la question, est-ce que toutes les sciences doivent être insoumises ? Alors moi, je suis convaincue que oui. En plus, je suis une militante de la France insoumise, comme tout le monde ici, je pense. Et dans mon esprit, le militantisme, il doit aller à tous les endroits. Bon, alors moi je suis maîtresse de conférences en art et ça peut sembler un petit peu paradoxal de parler de sciences sociales, sciences insoumises par rapport aux arts, parce qu'à l'université, les arts, c'est les filières qui sont un petit peu à l'écart. À l'université Bordeaux-Montaigne où je suis, on nous a même fait un bâtiment à l'écart, comme ça les artistes sont bien tous ensemble et on a quelques cours avec les autres collègues qui enseignent sûrement de façon beaucoup plus sérieuse, mais on est bien séparés.
En plus de ça, alors c'est pas le cas dans toutes les universités françaises, mais à Bordeaux c'est le cas. À Bordeaux-Montaigne, c'est la fac de sciences humaines. On nous a séparés des sociologues, donc les sociologues sont partis à l'ancienne Bordeaux 2 et des fois on les croise en manif, mais pendant les mouvements, les derniers mouvements, mais non, donc c'est un petit peu compliqué, ne serait-ce que de se croiser. Alors, dans l'enseignement supérieur en art, les approches esthétiques et philosophiques, alors que ce soit des approches plus littéraires ou dramaturgiques, par exemple en études théâtrales, elles sont fortement représentées, de même que les approches historiques et culturelles qui tiennent aussi une place assez importante. Et les sciences sociales, elles en sont quasiment absentes. C'est en réfléchissant à cette intervention, en fait, que je me suis rendu compte que, alors moi j'ai eu un bac littéraire option théâtre, donc j'ai pas fait SES au lycée parce que je pouvais pas choisir, j'avais même pas une option SES. Ensuite, j'ai fait l'université, pas de classe prépa, rien du tout, donc j'ai fait une licence d'études théâtrales, une maîtrise, une licence d'art du spectacle, une maîtrise d'études théâtrales et un DEA d'études théâtrales aussi à Paris. Et en fait, j'ai eu 0 heure de sciences sociales. Donc, je ne suis pas du tout un cas isolé, hein, puisque beaucoup de mes camarades en art avaient aussi fait une option théâtre ou art plastique ou cinéma, tout ce qu'on veut. Ou alors les SES, même au lycée, finalement, il n'y en a pas tant que ça par rapport à tout un parcours universitaire. Ce qui signifie que, moi, ça me pose vraiment problème aujourd'hui, ça veut dire qu'à aucun moment, on m'avait dit qu'il était quand même important d'interroger les conditions de production de la pensée, les conditions de production du savoir, et je ne savais même pas ce que c'était une université finalement. C'est en devenant militante syndicale que j'ai dû faire le chemin inverse. Alors peut-être que ça s'est produit, mais en introduction d'un cours où il a été un peu question des sciences sociales, mais vraiment, je ne pense pas être de mauvaise foi par rapport à ça. Ce qui est encore plus curieux, c'est que dans ces filières en art, on a des cours d'économie, de droit, du spectacle vivant. On a aussi des cours sur les politiques culturelles. On a même des cours de sociologie de la culture, de sociologie de l'art. Mais tout est vraiment centré sur la culture. Peut-être même que Bourdieu, je n'avais pas entendu ce nom-là, en fait, dans tout mon parcours, sauf en regardant Pierre Carl. Mais encore, je ne suis pas sûre. Alors évidemment, c'est passionnant d'avoir ce type de cours, parce qu'on comprend à grands traits comment fonctionne le milieu de la culture, mais les conditions politiques, les différents courants de pensée qui amènent aux lois, qui amènent aux règles, pour le coup, elles ne sont pas abordées. On nous dit, ça marche comme ça, donc après, pour se placer, il faut faire ci, ça, mais on ne va pas beaucoup plus loin. En plus de ça, ces cours, ils sont souvent pris en charge par des professionnels de la culture, donc qui ne sont pas chercheurs ou chercheuses, et qui, eux, travaillent à partir aussi de leur expérience, par exemple en dirigeant des lieux culturels. Quand ce sont des sociologues qui les prennent en charge, ils proposent plutôt des cours de sociologie liés à la culture. Donc là encore, la vision plus générale, on ne l'a pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun collègue ne pratique de manière insoumise en intégrant complètement les sciences sociales dans leur enseignement, mais ça veut dire que c'est assez rare parce qu'il est tout à fait possible d'obtenir un poste à l'université en art en ayant lu seulement des extraits de quelques bouquins sur la sociologie de la culture. Donc ça, c'est une réalité. Et puis les cours il n'y a pas de cours de sociologie générale, et même quand il y a des cours avec des intitulés un peu comme sciences sociales, anthropologie, là encore de toute façon c'est appliqué à la culture ou alors c'est appliqué au public, donc une petite partie du monde de la culture. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Alors le CNU a un poids très fort. C'est vrai qu'en France, les disciplines existent. Les arts, tout ce qui est de l'esthétique, c'est la section 18 et la sociologie, la section 19. On peut être qualifié dans les deux, sauf que quand on postule, il y a très peu de postes qui sont à la fois sur la 18 et sur la 19. Et puis, quand on est dans les comités, moi j'en ai déjà dirigé, c'est très facile d'écarter un dossier en disant qu'il ne colle pas complètement à la discipline. Ce qui est complètement absurde, puisque en art, il y a quand même une majorité de collègues qui prônent la pluridisciplinarité. Mais quand on creuse un petit peu, c'est plutôt une pluridisciplinarité en art. Théâtre, cinéma, art plastique, nous aussi, on cultive un petit peu notre entre-soi.
Ouais. Et puis bon, ce que tu disais aussi sur la réforme à venir et les débats actuels sur l'université, on risque pas d'avoir des sciences sociales arriver dans nos filières. Alors que c'est nous-mêmes qui forgeons nos propres maquettes. Sauf que si aucun enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse n'est formé à la sociologie, on risque pas de. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir l'enseigner. Donc dans le domaine des arts qui sont enseignés à l'université, donc il faut, alors pour ceux qui ne sont pas du tout proches de ça, il y a dans toutes les filières une partie de cours théoriques et une partie de cours pratiques. Et même quand les enseignants et les enseignantes ou quand les artistes cherchent à briser ce clivage, ça persiste quoi qu'il arrive. Donc on pourra avoir des cours d'histoire du cinéma, histoire du théâtre, histoire de l'art, et en même temps art de l'acteur, montage, film, etc., etc. Donc par rapport à ces pratiques d'art, on est véritablement dans la pratique, et les conditions matérielles de production, elles sont interrogées. C'est-à-dire qu'on apprend aux étudiants à savoir comment est-ce qu'on monte un projet, comment est-ce qu'on monte un budget, comment est-ce qu'on s'inscrit dans un réseau. Sauf qu'à aucun moment, ou alors vraiment à la marge, il y a vraiment un gros point aveugle dans ces enseignements, et j'en prends ma part très largement. On ignore, on oublie, voire même on dénie le monde social dans lequel pratiquent les artistes. Donc en fait, tous nos questionnements, ils restent cantonnés au cadre des productions artistiques, vraiment sur comment est-ce qu'on va monter un spectacle ou comment est-ce qu'on va monter un film. Donc les questions liées au monde social par rapport elles interviennent à certains endroits, par exemple par rapport aux spectateurs, parce qu'il faut un petit peu connaître les publics, un petit peu connaître les structures culturelles pour savoir quel projet on monte et par rapport à quoi. Mais ça va pas beaucoup plus loin, puis c'est plutôt pour sa propre pomme que pour un projet global qu'on apprend à faire ça. Donc les conditions les conditions sociales de possibilité des productions de l'art, elles sont complètement occultées. Un autre point aveugle énorme, c'est la position du savant ou la position de l'artiste. Là encore, c'est donné comme quelque chose d'acquis. Un étudiant, une étudiante ou un enseignant, une enseignante qui arrive en art, c'est acquis que, oui, forcément, on est capable d'avoir un regard esthète sur le monde, et tous ceux qui sont là vont l'avoir aussi. Il est complètement acquis qu'on puisse passer des semaines entières à répéter quelque part sans se demander oui, mais alors attends, si moi j'arrive à me dégager autant de temps pour aller bouquiner, pour aller monter mon spectacle, c'est parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui fait les courses pour moi, au moins qui s'occupe, s'il y a une famille qui s'occupe de la famille. Non, ça aussi c'est oublié. Quand on regarde, quand on étudie les grands artistes, souvent des hommes comme par hasard, on s'occupe de la partie esthétique de leur œuvre et puis de la manière dont ils ont vraiment bien réussi à s'intégrer, à être à la tête de la Comédie Française, alors que quand même, quand on creuse un peu, finalement tout était presque écrit. Mais ça, on s'en fout, parce que de toute façon, il s'agit de faire en sorte de réussir à monter son propre projet. Et puis finalement, on fait tous ça. Mais là aussi, les chercheurs et les chercheuses, on a tous une pièce dans notre maison, c'est notre bureau, parce qu'on ne peut pas travailler autrement, parce qu'à la fac, de toute façon, très souvent, les bureaux non plus, c'est impossible d'y rester. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'option... c'est inaliénable, c'est-à-dire qu'à la limite, vaut mieux mettre tous les gosses dans la même chambre pour que garder ton bureau dans un coin. Et ça, on ne l'interroge pas vraiment. Tout ce qui relève de l'économie domestique, on l'occulte complètement. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça ? Ça veut dire que sans en avoir conscience, la majorité des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses qui interviennent à l'université contribuent à préserver l'état du champ artistique tel qu'il est aujourd'hui, puisque qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants dans ce cas-là ? On enseigne la singularité, la logique des projets, la primauté des subjectivités dans la création artistique. Et je vous donne un petit exemple, mais lorsqu'on accompagne les étudiants dans des projets artistiques, nous, à Bordeaux-Montaigne, ils doivent monter un spectacle au bout de leur 5e année d'études. On ne leur dit pas, mais alors attends, c'est quoi ton projet par rapport à la société ? Comment tu t'y inscris ? Est-ce que tu es sûr que là, ce que tu es en train de dire... Alors, tout ce qui est politique, quand même, au niveau des thématiques, on l'aborde, mais on les aide plutôt à construire une scénographie, à avoir un rapport au spectateur, des choses qui vraiment sont techniques. Alors que évidemment, les choses techniques sont aussi politiques. Mais on s'arrête à un premier cran, ce qui est vraiment... de mon point de vue, une faute qu'on fait. Pourquoi est-ce que c'est une faute ? Parce qu'on se focalise sur les individus au détriment d'une vision critique de la société.
Dans ce type d'études en art, ce qui relève de la critique reste toujours cantonné à ce qui est inhérent au champ artistique. Encore une fois, on va parler de la critique dans la confrontation des pensées, la critique aussi par rapport aux pratiques d'art, mais on ne se critique pas tant que ça soi-même. Ou alors on fait preuve de réflexivité en revenant sur ce qu'on a produit. Mais encore une fois, en restant centré autour de ses pieds. Oh, je suis assez sévère avec nos étudiants, mais on fait ça, j'en ai pris conscience en faisant en préparant cette intervention. Oh, j'ai les boules. Donc il existe pourtant bel et bien des pratiques critiques en théâtre et dans les arts. Je suis capable de vous citer plein d'artistes qui ont des pratiques hyper politiques. Théâtre de l'Unité, la compagnie Joli Môme, Océan, les conférences gesticulées qu'on voit même dans le cadre de ces amphis. Donc, tout se passe comme si ce qui relève de la critique radicale, on le confiait aux artistes. Et donc, nous, les bons universitaires, on se contenterait de commenter de loin ce que font les artistes en leur déléguant aussi tout ce qui relève de la révolution. Donc, les artistes, vous faites la révolution bien comme il faut, et puis nous, on va juste commenter ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est vraiment épouvantable. Mais ça ne peut pas marcher, puisqu'à partir du moment où dans le champ artistique on prône l'individu, la subjectivité, il ne peut pas y avoir. La révolte, elle peut être que collective. Donc de toute façon, on se grille nous-mêmes. Alors, il y a des réponses pourtant à ça. À mon tour de citer Bourdieu, parce que je ne l'avais pas encore fait, parce que depuis j'ai aussi lu Bourdieu. Non, pas tout. Attends, je suis bien plus jeune que toi. Puis franchement, celui qui dit qu'il a tout pour Dieu, c'est un gros mytho, parce qu'il a tellement écrit que de toute façon... Ouais, c'est ça, mais c'est les bons bourgeois qui disent « Oui, j'ai lu tout Foucault, j'ai lu tout Bourdieu », ouais, c'est ça. Ouais, tu creuses un peu, puis... Ah oui, c'est vrai. Non, on le relit même plus, parce que on l'a tellement eu dans les pattes que tu n'as plus besoin. Bref, donc il y a une réponse qui est donnée dans une intervention qu'il avait faite à Chicago qui s'appelle « Pour un savoir engagé », donc vraiment à lire, relire, à mettre sur sa table de nuit. C'est-à-dire, donc Bourdieu réfléchit de quelle manière est-ce que les intellectuels et comment est-ce que les artistes peuvent intervenir dans le monde social, mais avec leurs compétences, en engageant ce qu'ils et elles savent faire. Donc ce serait par exemple pour les artistes, comment est-ce qu'on pourrait faire des happenings critiques, ou comment est-ce que quand on est artiste, on essaie de contribuer à changer le monde social et à créer des collectifs. Je vous donne un nom parce qu'il y en a un qui réussit parfaitement à faire ça au point de vraiment bousculer le jeu politique en 81, c'est Coluche, qui, par tout ce qu'il fait en scène, va pouvoir obtenir une place une position au sein du champ politique. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on pourra penser en collectif, mais penser un vrai collectif, c'est-à-dire pas seulement un agrégat d'individualité. Alors j'ai fait ma bonne petite insoumise, donc je vais citer Jean-Luc Mélenchon, c'est dans l'intervention qu'il a faite sur l'ère du peuple hier soir. Il disait « La première des missions des amphis en tant que collectif intellectuel est de reconstruire une vision globale du monde pour nous permettre d'y intervenir. Et de mon point de vue, à l'université et même partout, les sciences sociales, elles ont un rôle majeur à jouer pour pouvoir nous donner les moyens de ça, pour faire un collectif, pour pouvoir nous donner aussi les moyens de comprendre le fonctionnement du monde social et vraiment réinterroger le rôle d'une université critique, le rôle des enseignantes et des enseignants, qu'on soit chercheurs ou chercheuses ou non, dans les universités, et ce, y compris pour des disciplines qui semblent exister soit seulement selon les règles du champ académique ou selon les règles artistiques du champ de l'art et qui semblent très loin du monde social. Je vais m'arrêter ici. Et là, c'est le moment où on dit il reste 10 minutes pour des questions. Ah oui, tout à fait. Ah, super. Je l'ai lu comme ça, ce sera bien. Ce sera plus court. Alors, oui, je me posais comme question, mais je vous la pose, ça lancera le débat. Alors moi, je n'étais pas partie des sciences sociales, j'étais partie de la science en général. Concrètement, comment peut-on faire pour favoriser que la science soit insoumise ? Bon, voilà. Est-ce que plus de démocratie dans l'attribution des dotations ? Qui décide des dotations ? Qui est choisi ?
arrêter la subvention par projet, revenir à des dotations pérennes? C'était sur la base de ce que j'ai dit, hein, c'était moins conceptuel que tout ce que tu as évoqué. Hein. Et puis après, j'avais envie de demander aussi, que doit-on enseigner, quoi faire? Vaste chantier qui interroge aussi l'éducation en général et même l'émancipation. On dit s'émanciper. S'émanciper de quoi? C'est quoi les objets de recherche et de quoi doit-on s'émanciper? Voilà. Il y a un micro qui... Voilà. C'est pour la caméra. C'est mon côté artiste. Moi, excusez-moi de casser un peu l'ambiance. Je reviendrai au niveau des sciences économiques, voilà, l'économie politique. Vous êtes chercheur, vous êtes professeur. Vous avez donc par exemple Tirole, qui est le nouveau penseur néolibéral, qui a eu le prix dit Nobel, je sais pas quoi là. Je dis dit Nobel parce qu'en fait c'est pas un prix Nobel. Mais la question que je me pose, c'est la dichotomie entre les professeurs, les maîtres de recherche, etc., et la pratique réelle du pouvoir de la science économique, du pouvoir des politiques économiques sur la réalité française. Et la question que je vous pose et que je me pose, c'est qu'en fait, on dirait presque qu'il y a cette différence totale. Je m'explique. Toutes les politiques économiques, on va rester à partir de la Libération. Hein, je ne compte pas avant, ni pendant d'ailleurs Vichy. Je dis simplement qu'à partir de la Libération, qu'on soit dans une politique interventionniste ou une politique néolibérale, la politique ou les responsables économiques ou les sachants en économie, ce sont les inspecteurs des finances. C'est-à-dire que c'est déterminé notamment par le ministère de l'économie et des finances que Bercy est occupé à 80,99% de l'inspection des finances ou des meilleurs administrateurs civils. Quand je dis meilleurs, je mets un truc, hein, je mets un guillemet, qui ont intégré, le ministère de Bercy. Et c'est eux qui déterminent les orthodoxies et notamment le tournage, le virage entre l'orthodoxie interventionniste qui a gouverné en fait sous le plan Monnet, etc. et le transfert, excusez-moi, et le transfert du pouvoir économique et de la réflexion économique par rapport à un grand corps de l'État. Alors la question que je me pose, et excusez-moi si je suis un peu provocant, c'est à la limite, quel est le rôle en termes de facteur de pouvoir et en termes d'insoumission de tout le corps enseignant, qu'on soit professeur ou surtout non orthodoxe, qui sont bloqués au stade d'ailleurs de maître de conférence, et par rapport à, non mais excusez-moi, mais par rapport à ceux qui détiennent absolument le pouvoir, et qui est, je veux dire, ça date non, pas non seulement de la Libération, mais bien avant, on pourrait monter dans l'histoire, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours la même oligarchie, qui s'intitulent économiques et qui y sont issus de grands corps de l'État, dont on sait le mode de recrutement. Merci d'avoir été aussi... J'étais un peu long. On peut le deuxième, mais après, parce que là, ça va, si on veut répondre un peu, je sais pas. Il faut se passer les micros, par contre. Pardon. Un économiste, un vrai. Oui, donc économiste hétérodoxe, donc, puisque c'est l'intitulé. Donc effectivement, monsieur a raison, ça n'aurait aucun effet. Pas grand-chose, hein, s'il y avait beaucoup plus d'hétérodoxes qui étaient recrutés comme professeurs, mais au moins on pourrait en former. Ça serait déjà quand même pas une si mauvaise chose, et puis surtout, ça a une importance quand on veut légitimer, si je puis dire, des discours alternatifs en termes de politique économique. Que vous le vouliez ou non, il y a un espace qui s'appelle un champ médiatique, et on va toujours essayer de piocher des pseudo-experts. Alors la plupart du temps, ceux que vous voyez, ils sont pas enseignants, hein. La plupart du temps, ils sont employés dans des banques. Hein. Donc voilà, ils sont économistes dans des banques. Donc évidemment, ils sont neutres puisqu'ils sont dans des banques. Et évidemment, ils sont bons puisqu'ils sont dans des banques. Alors que si vous êtes un économiste hétérodoxe, vous êtes un économiste de gauche, donc mauvais. Hein. C'est ça qui ça veut dire. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un enjeu ici qui est très important et qui est
pas seulement, si je puis dire, d'influencer Bercy, mais plus généralement, d'ouvrir les perspectives pour l'ensemble des citoyens, enfin, me semble-t-il, ouvrir les écoutilles, en quelque sorte. Bon. Alors, il y avait une autre chose sur l'insoumission, et je suis tout à fait d'accord avec madame, l'insoumission ne se pose pas que pour les sciences sociales. Alors, évidemment, déjà, il y a un problème. L'économie, c'est caractéristique où il y a un clivage, si je puis dire, entre différents paradigmes, mais dans les sciences dites dures, vous avez des oppositions paradigmatiques et vous avez des orthodoxies. Mais vous ne le savez pas. D'accord ? Ou peut-être que vous le savez, mais en tout cas, vous avez ce genre de problèmes qui peuvent exister. Alors, ça se fait à bas bruit parce que on a encore plus incorporé la croyance que la science dite dure ne peut pas dériver, ne peut pas avoir de biais. D'accord ? Alors que pour l'économie, on est presque tous d'accord que c'est du foutage de gueule. D'accord ? Que c'est une espèce d'idéologie un peu mathématisée qui va servir à justifier un monde social. Voilà. Mais dans les sciences dures, vous avez les mêmes problèmes. Et vous avez des dérives très importantes. Aujourd'hui, on a une multiplication des fraudes scientifiques en biologie. D'accord ? Vous avez un vrai problème du publish or perish, c'est-à-dire l'obligation de publier des résultats rapidement, d'avoir des articles pour avancer dans la carrière, qui fait qu'on a des pratiques catastrophiques. Les grandes revues scientifiques comme Nature, Science, etc., elles sont incitées, pour faire du buzz, si je puis dire, à publier des articles qui vont vous donner des résultats qui semblent très intéressants. Je ne sais pas, un gène qui prédestinerait, je ne sais pas, à quelques maladies mentales. Alors vous allez trouver mon premier travail qui est publié dans Science, tout le monde voit ça, c'est repris dans la presse, et puis vous avez 25 articles plus tard, au bout de 5-10 ans, qui font le truc, qui disent, bon, il n'y avait rien en fait. Mais simplement, personne ne l'a vu dans la presse. Personne ne l'a vu dans la presse. Parce que ce qu'on a vu, c'est d'abord Nature, Science. Et ça, c'est des vrais problèmes. Si on veut faire de la vraie insoumission, c'est pas simplement dans l'université française que le problème se pose. C'est qu'on a un problème global d'organisation scientifique dans le capitalisme contemporain. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tendance à la concurrence internationale pour produire vite dans la norme, si je puis dire, alors que tout le cadre scientifique, c'est basé sur le scepticisme. Vous avez et la controverse, ce qui va ensemble d'une certaine façon. Tu ne peux pas avoir de controverse s'il n'y a pas une forme de scepticisme. Or, pour pouvoir publier, il faut être dans les canons de ce qu'on appelle justement, et écoutez bien le nom, de la discipline. Une discipline, c'est une façon de se soumettre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Bonjour à tous. Je vais intervenir rapidement pour rebondir à la première intervention du fond de la salle qui se disait pessimiste et qui considérait que voilà, en gros, on a eu depuis la Seconde Guerre, deux grandes périodes économiques. La période dite des 30 Glorieuses avec un compromis fordiste et après la période néolibérale qu'on connaît. Et c'est vrai qu'on peut penser que les deux étaient des technocraties. C'est-à-dire qu'avant les années 80 et les chocs pétroliers, eh bien, c'était une sorte d'économie keynésienne, mais administrée par des inspecteurs des finances, ou en tout cas des experts, et que c'était un problème. Et que depuis, eh bien, on a tourné de bord, hein, on est passé dans des politiques de rigueur, le monde néolibéral, mais toujours des experts. Mais il y a quand même, donc on pourrait faire la continuité, mais moi je vais faire une nuance qui est donc plus positive, plus optimiste, parce que l'ancien compromis, en quelque sorte, le keynésianisme, il laissait des marges d'insoumission, justement. Le keynésianisme, c'était de dire, OK, l'État peut intervenir dans l'économie, il peut le faire, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et donc après, ils disent, bon, ben, pourquoi on va intervenir ? C'est là qu'il y a une marge d'insoumission, se dire, OK, l'État intervient dans l'économie, donc pourquoi faire ? Donc ensuite, ben, si c'est des experts qui apportent la réponse de dire ce que l'État va faire dans l'économie, ça peut être vu comme antidémocratique et dommage. Mais en tout cas, c'est mieux que la période actuelle néolibérale qui dit l'État n'a pas à intervenir dans l'économie, l'État doit se soumettre à un ordre économique existant, le marché, les prix d'équilibre, les prix qu'on appelle naturels, donc qui sont une forme de soumission de l'État et donc des citoyens à un nouvel ordre économique. Donc voilà, c'était juste ça pour
nuancer un peu l'intervention. Je vous remercie de la qualité de vos interventions. Merci. Alors, il y a une autre conférence débat après. 4 hommes ont pris la parole, donc je vais passer la parole à une femme pour conclure. Voilà, une dernière intervention. Ensuite, il va falloir qu'on libère, mais de toute façon, nous, on restera à côté pour prolonger les discussions. Donc, monsieur, on pourra discuter. Merci de me donner la parole, parce que c'est votre discours à vous qui m'a le plus intéressée. Je veux dire, l'école, pour moi, c'est dès le départ, dès le primaire. Hein, et dans le secondaire, moi, j'ai 2 petites filles. Une qui a fait, comme vous, un bac littéraire option théâtre. Et on l'a traité de loser. De loser. Mais vraiment, la deuxième et la plus grande, c'est le sport. C'est une championne de sport. Bon, mais la manière dont on l'a humiliée à l'école, celle qui était un bac littéraire, ça a créé un traumatisme pratiquement. Un traumatisme. Elle s'est évanouie en classe. Ça a été horrible. Horrible. Moi, il y a même des profs qui m'ont dit sa mère devrait porter plainte parce qu'on n'avait pas à la traiter comme ça. Bon. Avec, toujours est-il qu'elle a passé son bac, option théâtre, elle l'a eu avec mention. Et là, elle ne va pas dans une université. Elle va, je vais vous dire où, à Minsk, pour apprendre le théâtre russe. Voilà, c'est son choix, parce qu'elle, sa passion, c'est le théâtre. C'est pas de devenir prof ou ceci ou cela. Elle veut faire du théâtre. Mais elle trouve que le théâtre en France, tel qu'il est conçu en France, c'est trop académique. C'est pas du tout des soumissions. Et elle habite à Briançon. Et elle a créé, grâce à la Maison des Jeunes, où il y a vraiment des gens formidables, qui lui ont appris justement l'insoumission à travers des textes. Bon, en plus, nous, au niveau familial, on est assez insoumis. Donc, il y a aussi la transmission par les parents qui est importante, à mon point de vue. Mais l'école, elle a son rôle à jouer dans le développement citoyen des enfants. Moi, mon père m'a toujours dit, l'école, ça apprend l'esprit critique avant tout. Mais c'est plus que le cas aujourd'hui. Dès qu'on critique, on se fait casser. Hein. Donc, il faudrait revoir les programmes, effectivement, le contenu. Mais les professeurs aujourd'hui, les professeurs de gauche, qui se disent de gauche, qui m'ont dit, mais les profs, ils ont raison de dire que l'option littéraire, c'est des losers. C'est normal. Moi, je ne veux pas que ma fille là, je veux qu'elle fasse sciences. Donc, je veux dire, il y a quand même un problème au niveau des enseignants qui est gravissime, à mon point de vue, gravissime. Ils ne défendent pas leur idéal des hussards de la République, hein, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'AFI propose au niveau de l'école, de sa refondation? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Parce que moi, c'est l'avenir de nos enfants. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, il y a plusieurs interventions, il y a plusieurs débats autour de l'éducation. Il y a le livret qui est là aussi. Puis, il y a évidemment. Tu dis un petit mot pour conclure. Je voulais essayer de répondre. D'abord, un constat, mais qui me paraît significatif de notre discussion, c'est à quel point on a très vite évacué les sciences sociales pour parler d'économie. Mais ça, je vous y renvoie pour y réfléchir, pour voir à quel point. Non. Ça montre à quel point ça reste un impensé, puisqu'à la fin, on redébat des choses qu'on connaît. C'est-à-dire le débat sur keynésianisme, néolibéralisme, etc. Moi, ça doit faire 30 ans que je vais dans des réunions politiques. Ça fait 30 ans que j'en entends parler. Donc, je pense que je mourrai en entendant parler encore des keynésiens et des machins, etc. Donc, les sciences sociales devraient aussi nous apprendre à réinterroger les termes mêmes avec lesquels nous débattons. Mais je laisse ça de côté. Ensuite, je voudrais, pour répondre rapidement, rappeler la spécificité française en termes de formation des élites. C'est en France que nos élites échappent à l'université par le biais des grandes écoles qui font qu'en France, Bac plus 5, c'est mieux que Bac plus 8. Nous sommes une singularité dans le monde, c'est au point qu'on leur permet maintenant de plus en plus de passer les doctorats en VAE, validation des acquis de l'expérience, de façon à ce qu'ils puissent avoir enfin une carte de visite avec marqué PhD, parce que les autres, quand ils disent j'ai fait l'école, machin, etc., et ben dès qu'ils sortent des frontières de la France, on les regarde et on leur dit mais votre doctorat, c'est quoi, etc. Et là, le truc, alors qu'en France, Bac plus 5. Ça me permet d'enchaîner sur la question du champ médiatique et sur la domination tout à fait singulière d'intellectuels à petits bras qui, la plupart du temps, ont une formation universitaire extrêmement réduite et rudimentaire, qui parfois d'ailleurs s'en vantent ou sont des usurpateurs, hein, alors que, paradoxalement,
Prenez le cas de Thomas Porcher, qui est docteur en sciences économiques. Eh bien, lui, on a vu des gens qui sont bien loin d'être docteurs remettre en cause son titre, etc. Ça nous amène à un premier constat. Nous devons défendre, comme la prunelle de nos yeux, les titres universitaires. Quels que soient les défauts de l'université, des professeurs, etc., de l'université. Les titres, c'est aussi la République. C'est une manière d'avoir une garantie collective des diplômes et une garantie collective des qualifications. Et ça, je pense que c'est un point important, singulièrement le doctorat. Si nous ne défendons pas le doctorat, nous laissons en place ces sous-élites organisées, qui sont les élites, au fond, liées à combien papa et maman ont pu mettre pour payer la grande école, et qui, comme ça, organisent une reproduction et sont la deuxième peau du système, selon la formule bien connue. Et si c'est aussi efficace, c'est parce que nous travaillons, et c'est pour ça que j'avais choisi les sciences sociales que je l'avais proposé à ma collègue Marie, c'est parce que nous avons en partage avec le champ politique, avec le champ médiatique, le même type de vérité qu'on peut appeler les vérités du monde social. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls, quand on fait des sciences sociales, à discuter des classes sociales, etc. Il y a d'autres individus qui sont légitimes à en parler. Donc le problème est le suivant, c'est l'autonomie du champ scientifique pour garantir la qualité scientifique de la connaissance produite. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, veiller à ce que l'un des deux autres champs concurrents ne finisse pas par avoir à la main pour dire la hiérarchie. Alors j'ai dit qu'avec les diplômes on protégeait, mais nous avons aussi à élaborer une politique des médias qui évite cette circulation de 5 ou 6 porte-parole permanents qui disent, ce qui est devenu France Culture depuis 20 ans, c'est une honte absolue. Ils passent leur temps à inviter Michel Onfray, Finkielkraut, qui a son émission, qui ensuite est invité, etc., qui déverse son islamophobie de manière hebdomadaire, sinon quotidienne. Bon, ben ça, c'est un problème, c'est nos impôts. Donc moi, j'estime que nous avons à réagir. Donc il est extraordinairement important que nous prenions conscience de ça. Mais ça va aussi jusqu'à la fameuse déontologie des médias. Quand vous êtes chercheur ou chercheuse en sciences sociales et que le journaliste en face de vous passe son temps à reformuler ce que vous dites parce que vous êtes censé être un crétin et que tant que vous n'avez pas dit ce que lui a envie que vous disiez, il reformulera jusqu'à vous couper la parole et qu'à force de reformuler, vous êtes un refoulé du système et on prend le bon client, comme disent les journalistes, c'est-à-dire celui qui parle avec sujet, verbe, complément, avec des formules choc, etc. Thomas Porcher en est un bon exemple, même s'il est très compétent. Mais il passe bien, donc on le voit, et il peut inonder comme ça, parce qu'il a un format médiatique. Or, malheureusement, tous les savoirs en sciences sociales ne sont pas adaptés à ce type de format. Donc nous devons aussi veiller à garantir collectivement des formats différents, de façon à ce que les médias ne soient pas cette soupe tiède, qui est en fait le lieu de diffusion premier et ultime de cette science politique dépolitisée, comme disait Bourdieu, qui encourage tout le monde à s'en foutre, à penser qu'à soi, plutôt que de se préoccuper du collectif. Et c'est pour ça que je crois que nous avons une vocation, nous, parce que nous sommes des insoumis et des insoumises, à prendre la question des sciences sociales telle que nous l'avons prise, c'est-à-dire de façon large, de l'école primaire ou peut-être même maternelle jusqu'à l'université, en passant par les médias, etc., de façon à comprendre que, précisément parce que c'est une science qui prétend dire la vérité du monde social, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur sa production et sur sa diffusion. Et c'est pour ça que c'est un point d'entrée dans une réflexion globale sur ce que peut être une société démocratique au XXIe siècle. Voilà, merci. Sauf Sabine, tu veux... Non, mais je fais le lien entre ce que vous dites concernant l'école. Je lisais pendant ces congés... Donc, François Dubec est un sociologue qui a beaucoup réfléchi sur l'école. Et c'est bon. Donc, il y a des pistes chez lui, mais c'est pas pour ça que je le cite. C'est qu'il disait que c'était aux sociologues d'animer le débat pour permettre aux politiques de penser mieux. En phrase de conclusion, je fais la transition par rapport à demain. Il y a une conférence débat sur refonder l'enseignement supérieur. Donc voilà, si le sujet des savoirs vous intéresse, rendez-vous demain. Merci à vous tous et toutes.